Qu'est-ce qui fait vraiment venir le public dans un festival ? Les artistes ou la com ? On pourrait croire que tout se joue sur scène, que tout dépend du line-up, mais en réalité, le plus important se passe peut-être ailleurs. Aux Nuits de Fourvière, rien n'est laissé au hasard. Tout se joue dans la manière de raconter le festival. Son identité, son affiche, sa présence sur les réseaux sociaux, tout ça se construit bien en amont, bien avant que les gens arrivent dans les gradins. Cette mécanique, mon invitée la connaît par cœur. Elle s'appelle Marion Krenbel et elle est responsable de la communication du festival Nuits de Fourvière. Dans cet épisode, on décrypte ce qui fait vraiment le succès d'un festival aujourd'hui. Le rôle des artistes, le poids des réseaux sociaux et tout ce qui se joue en coulisses pour capter l'attention. Allez, place à la discussion, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonne écoute. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Alors que les beaux jours approchent, vient la saison tant attendue des festivals. Et Lyon ne déroge pas à cette tradition très franco-française, puisque depuis 80 ans, le théâtre antique de Lyon héberge chaque été surtout, les Nuits de Fourvière. C'est un monument culturel avec cette année encore, je crois 110 représentations, près de 195 000 places à pourvoir. Mais derrière cette machine bien rodée, il y a une réalité très concrète. Il faut raconter, incarner, faire exister le festival dans la tête des gens, et ça bien avant que le premier spectateur ne s'installe dans les gradins. Mon invitée du jour, justement, c'est elle qui pilote cette bataille de l'attention. Elle est responsable des relations presse et de la communication digitale des Nuits de Fourvière. Bonjour Marion Krenbel, je suis très heureux de t'accueillir dans le Super Daily. Bonjour, merci beaucoup. Donc Marion qui nous vient en voisine, là, en lyonnaise, vous êtes installée, où est-ce qu'il est le siège des Nuits de Fourvière ? Alors nos bureaux sont vraiment juste à côté des théâtres romains, on est vraiment à quelques pas, on est 1 rue Kléber, donc juste en dessous de la cathédrale. Et ce qui nous permet déjà d'être un endroit super sympa parce qu'on a la vue, on peut avoir vue sur tout Lyon. Ouais, le Mont Blanc parfois. Magnifique. Et surtout pendant l'été, lorsque le festival bat son plein, on est à quelques pas en fait du site. Et du coup, on peut vraiment être très très réactif pour être rapidement sur les lieux où tout se passe. Donc c'est un bon emplacement. Ouais. Marion, il y a beaucoup de choses dont je souhaiterais parler avec toi aujourd'hui. On va évidemment parler des Nuits de Fourvière, de leur ADN, du public, de ce qui fait la singularité de ce festival. Il y a beaucoup d'auditrices, auditeurs du Super Daily qui ne connaissent pas les Nuits de Fourvière, ou en tout cas qui ne sont pas lyonnais. Donc j'aurais hâte là-dessus que tu nous expliques ce qui fait la spécificité de ce festival. On va aussi rentrer dans le dur de la communication. Ça, c'est ton job. Comment tu construis les temps forts de com d'un festival ? Quelle place prennent les réseaux sociaux au milieu de ton mix de communication ? Comment on travaille, avec les artistes ou avec l'écosystème entourant les artistes, les tourneurs, les boîtes de prod, etc. J'aimerais qu'on parle aussi d'identité visuelle, de l'expérience des spectateurs des Nuits de Fourvière, de la programmation aussi. Et puis, si tu veux bien, on prendra un peu de hauteur, s'il nous reste du temps, pour échanger ensemble sur, je sais pas, parler de ton métier, aussi l'évolution du monde des festivals. Il y a beaucoup de choses qui se passent chaque année. C'est un sujet qui défraie la chronique, dont on parle beaucoup. On parle aussi des mutations dans cet écosystème. Je serais intéressé de t'écouter. Bon, voilà à peu près le programme. Est-ce que ça te parle ? Ouais, avec grand plaisir. Plein de choses à dire, plein de questions déjà, donc allons-y. Ouais. Déjà, tu m'as dit, avant qu'on commence, d'habitude, c'est moi qui fais les interviews, c'est pas l'inverse. Qui les organise, Qui les organise. Et oui, avec ma casquette responsable presse, je coordonne vraiment toutes les interviews avec la direction, beaucoup. Ouais. Et du coup, je suis d'habitude vraiment le liant entre la demande du journaliste et puis la direction, etc. Donc oui, ça me fait rire d'être aujourd'hui à cette place parce que d'habitude, je vais chercher le bon endroit, si c'est dehors, la météo, le machin, l'agenda, etc. Donc ouais. Écoute, bienvenue de l'autre côté du micro. On est donc en 2026. Les Nuits de Fourvière fêtent leurs 80 ans, c'est ce que je disais en intro. Voilà. Et cette année, il y a encore du beau monde, grosse programmation. Je cite que quelques petits bouts, Massive Attack, Charlotte Cardin, Vanessa Paradis, MC Solar, Sébastien Tellier, etc. Tout à fait. 195 000 places qui vont être occupées par des festivaliers cet été. Marion, toi, tu es responsable des relations presse, de la communication digitale des Nuits de Fourvière. Concrètement, c'est quoi ton rôle au milieu de tout ça ?
Alors moi, je fais partie de l'équipe du secrétariat général. Et du coup, le secrétariat général, ça englobe la communication, l'accueil au public et la billetterie. Donc moi, je fais partie de l'équipe communication et mon rôle, ça va vraiment être de gérer toute la médiatisation du festival avec à la fois le côté presse, donc presse nationale. On travaille aussi avec une agence qui est à Paris, presse locale, donc coordonner toutes les demandes, toutes les interviews, etc. Un peu les partenariats aussi en lien avec le secrétaire général. Et puis toute la partie réseaux sociaux et qui a du coup, moi je suis là depuis 6 ans, depuis 2020. Et du coup, c'est une partie qui prend de plus en plus de place, qui n'était pas forcément très structurée avant, qui se faisait vraiment de manière empirique. Et voilà, depuis 6 ans, on essaye vraiment de faire les choses de manière un peu plus organisée. Et on a vraiment gagné d'ailleurs en nombre d'abonnés, etc. Et c'est aussi un endroit où on aime bien aller chercher des sujets d'une autre manière, etc. Donc c'est un endroit aussi sympa pour communiquer. Donc voilà, moi je m'organise, enfin voilà, je travaille un peu sur tout ça en équipe, bien entendu. Combien de personnes dans ta team, la team communication? Alors à la com, on est 3 à l'année. Donc en fait, l'équipe des Nuits de Fourvière de base, on va dire les permanents qui sont là toute l'année en CDI, on est une 20aine. Il y a parfois des gens qui nous demandent mais qu'est-ce que vous faites quand c'est pas le festival, tu vas nous raconter ça, ça m'intéresse bien sûr. Carrément. Donc on est une 20aine et à la com plus particulièrement on est 3. Donc moi pour la presse et les réseaux sociaux, j'ai une collègue qui est chargée de communication, donc qui s'occupe beaucoup du print notamment et du site web aussi. Et puis depuis 2 ans on a internalisé un poste de graphiste. Et ça, c'est vraiment la joie d'avoir quelqu'un en interne qui puisse vraiment nous décliner toute la charte, etc. Donc voilà, c'est une petite équipe et qui après s'étoffe tout au long de l'année, puisque là, on a un renfort aux réseaux sociaux qui est arrivé en mars, et puis j'ai une assistante presse aussi qui est arrivée en février. Donc c'est un peu le modèle pour tous les services, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe à l'année, mais qui va grossir au vu des besoins au fur et à mesure de l'avancée de l'année et du coup de la temporalité du festival finalement. Et là sur ta timeline, on est bien avancé dans l'année puisqu'on est à 5 semaines. Ouais, c'est ça, de la première date. C'est quoi une journée type pour toi, là, 5 semaines du lancement de ce festival? Beaucoup de mails en ce moment, beaucoup de réunions, pas mal d'interviews à caler justement avec la direction et la presse locale. Là on est en avril. La programmation est annoncée depuis mi-mars. Il y a pas mal de choses qui ont été complètes assez vite. Du coup, là, on est vraiment en mars, avril, mai. On est vraiment dans la période de promotion pour notamment les spectacles qui auraient besoin un peu plus de remplir. Voilà, qui peinent un peu plus en billetterie, qui ont besoin d'être plus accompagnés pour que les spectateurs trouvent le chemin vers la billetterie. Donc on est dans cette phase-là en ce moment et du coup moi je vais mes missions entre la presse et les réseaux sociaux c'est très poreux, donc moi je vais vraiment tu vois ce matin j'étais chez des partenaires d'Only Lyon pour voir justement comment on allait pouvoir travailler ensemble sur les réseaux sociaux. Entre temps je cale une interview avec la directrice et puis après j'organise un tournage pour cet été avec des artistes et une agence qui nous fait des tournages vidéo. Donc ça va vraiment être un espèce beaucoup de choses, un mix un mix permanent Je le disais, les Nuits de Fourvière, nous, Lyonnais, évidemment, on est très habitués, on est très fiers. C'est notre festival. Avec les Nuits Sonores, tu en as 2 grands. On a la chance d'avoir 2 grands festivals dans cette ville. Comment toi, tu définirais l'ADN des Nuits de Fourvière aujourd'hui ? Alors ça fait à peu près une 20aine d'années que le festival il est sous la forme qu'il a actuellement. Ce qui définit et ce qui fait que c'est vraiment un modèle assez unique, c'est déjà sa durée. Il dure 2 mois. Donc en juin et en juillet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très peu en fait. Je connais pas de festival qui dure aussi longtemps. On peut se rapprocher un peu d'Avignon, mais qui dure 3 semaines, 1 mois. Le Printemps des Comédiens à Montpellier. Mais après, on n'est pas du tout sur le même modèle qu'un festival de musique qui va durer 4 jours. Donc voilà, déjà, c'est un festival qui dure 2 mois, il faut le dire. C'est 8 semaines, donc ça, c'est énorme. Combien de représentations, là, en 8 semaines 110 à peu près, même plus de 110. Donc c'est en effet, en fait, si on compare à, par exemple, à un théâtre, on a l'équivalent en nombre de spectacles et de représentations d'une saison entière, sauf qu'on l'a fait en 2 mois. Donc l'équivalent de ce qu'un théâtre ferait de septembre à mai-juin.
Nous, on le fait en 2 mois. Donc déjà, c'est la durée qui va beaucoup axer les choses. Et ensuite, sa particularité aussi, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Donc au sein des théâtres antiques, comme tu l'as dit, il y a 2 amphithéâtres gallo-romains en dessous de la basilique de Fourvière, dans lesquels on implante une scène. Et on va présenter à la fois du théâtre, de la danse, du cirque, de l'opéra, de la musique, etc. Donc c'est aussi assez unique parce qu'on peut avoir le Lac des Cygnes un jour, et puis le lendemain Charlotte Cardin, et puis le lendemain du cirque, et puis le lendemain l'Opéra de Lyon qui vient faire un spectacle. Donc ça, c'est aussi assez particulier parce que notamment, ça induit plein de choses. Ça induit que déjà, on est au travers de 2 économies qui sont celles du spectacle vivant et celles de la musique, qui sont très différentes. Et puis aussi, ça veut dire qu'on a les capacités techniques de pouvoir accueillir des spectacles très différents tous les jours. Donc voilà. Et puis ensuite... et tout ça avec en trame de fond, si vous ne situez pas, en trame de fond, la ville, vue magnifique, exactement, comme tu l'as dit, tout en haut de la colline de Fourvière. C'est splendide. Ouais, le site est très très beau. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir y être implanté. Et donc voilà, une des caractéristiques aussi, c'est en effet le fait que ce soit un festival urbain en plein cœur de Lyon. Donc on a les théâtres antiques, on a aussi des partenariats avec d'autres salles. On va pouvoir présenter des spectacles à l'opéra. On va pouvoir implanter un village de cirque dans le domaine de la Croix-Laval, dans l'ouest de Lyon, etc. Donc on essaye aussi de s'étendre sur la métropole. Mais le cœur battant du festival, c'est vraiment sur Fourvière. C'est qui la cible du festival Nuit de Fourvière aujourd'hui ? Bonne question. Est-ce que c'est exclusivement les Lyonnaises et les Lyonnais ? De fait, on a beaucoup de Lyonnais et de grands Lyonnais dans notre public. On essaye de toucher un peu de tout le monde en vrai, parce que notre programmation, au-delà du fait qu'elle soit pluridisciplinaire, elle est aussi très éclectique. On va avoir des artistes, des têtes d'affiche, des personnalités très reconnues et des choses plutôt de niche. Du coup, le modèle, il est vraiment fait pour parler à un maximum de gens. Et encore une fois, on va pouvoir accueillir autant de Jack White qui va faire venir les rockers, peut-être plutôt les jeunes. Mais on va pouvoir aussi avoir un artiste, je sais pas, un jeune rappeur qui se lance, qui est beaucoup moins connu, qui va attirer plus les jeunes. On va essayer aussi de faire une programmation famille depuis 2-3 ans qui s'appelle Les Petites Nuits, donc aussi de toucher les plus jeunes. Donc, nous, on a envie que le festival il s'adresse à tout le monde et au plus de monde possible. Et toi, en termes de communication, est-ce que tu travailles à une échelle locale, à une échelle nationale, peut-être même internationale ? Quel est ton périmètre d'intervention, on va dire, ou d'action ? Ouais. Plutôt national quand même, aussi du fait de ma casquette presse, puisque on travaille avec une agence de presse nationale à Paris qui va nous aider à faire venir de la presse nationale et donc des grands titres nationaux. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des articles qui puissent relater du festival dans la presse nationale, quand même beaucoup. Vos partenaires médias, il y a aussi des gros titres nationaux, Arte, Radio France, Arte, si je dis pas de bêtises. France Inter, Le Monde, Les Inrocks. Ouais, bien sûr. Et puis cette année, par exemple, on a aussi un partenariat avec le Grand Palais. Donc en fait, on accueille une grosse compagnie de cirque qui s'appelle Circa. Et on accueille leur première pour un spectacle qui s'appelle Revoir les étoiles. Donc on a la première mondiale ici à Fourvière. Et ce spectacle va aussi aller une semaine après au Grand Palais à Paris pour ouvrir la saison d'été du Grand Palais. Et le Grand Palais va aussi reprendre un spectacle qu'on a créé l'année dernière à la Altony Garnier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était une symphonie pour 100 batteries. J'ai entendu parler de ça. Voilà, donc on a réuni 100 batteurs et batteuses et avec une percussionniste qui s'appelle Lucie Antounès. Et du coup, on a créé ce spectacle avec, encore une fois, 100 batteries réunies. Et du coup, aujourd'hui, c'est le Grand Palais qui va accueillir ce spectacle à Paris. Avec, du coup, ils sont en train de chercher les batteurs. Ils auront 30 Lyonnais qui monteront à Paris de l'année dernière, du coup, et qui seront là. Du coup, on essaye quand même d'avoir cette présence nationale aussi, de s'inscrire dans un maillage de création aussi, puisque nous, on va donner de l'argent en fait à des productions, à des spectacles, à des artistes pour qu'ils puissent faire leurs spectacles. Donc en fait, parfois la programmation, elle s'inscrit sur 3 ans parce qu'en fait, déjà cette année, on va donner des sous à un artiste pour un spectacle qui n'est pas encore créé, mais qu'on sait qu'on va accueillir dans 3 ans. D'accord, donc vous avez une activité de production aussi. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ça aussi, c'est une particularité du festival. Ouais.
Et du coup, pourquoi j'en étais là Oui, on parlait de l'ancrage. Donc, Parce que du coup, voilà, ça va nous donner une résonance aussi nationale, parce qu'on s'inscrit vraiment dans ce maillage-là aussi. Ouais. Ok, je comprends. Moi, j'aimerais qu'on parle de la mécanique de communication, parce que communiquer pour un festival, c'est pas juste je prends l'affiche puis je la mets sur Instagram. Il y a quand même beaucoup plus que ça. C'est quoi aujourd'hui les grands piliers de votre stratégie de communication au sens large, les Nuits de Fourvière ? Alors en fait, finalement, c'est assez simple parce qu'ils sont très guidés aussi par la temporalité du festival et qui est la même, encore une fois, depuis des années. On s'appuie quand même sur un travail, comme tu as dit, le festival, il a 80 ans, donc le modèle, il est plutôt assez bien inscrit. Et il y a notamment cette grande tradition qui est qu'on garde la programmation secrète jusqu'à mi-mars. Ce qui nous permet, nous, déjà de travailler, de monter la programmation, de travailler en sous-marin, de digérer tous ces éléments de communication qu'on va devoir, éditorialiser, etc. Donc, on travaille, si tu veux, tout l'automne. On revient en septembre, octobre, novembre, décembre. Là, on monte la programmation et on travaille à la brochure, l'affiche, etc. Et tout ça dans le secret. Et notamment, moi, vraiment, j'ai aucun contact avec des journalistes à ce moment-là parce que la programmation est confidentielle. C'est atypique, ça. C'est tard, mars, pour annoncer sa programmation. Oui et non. Enfin, oui, si on compare par exemple à je sais pas, à des festivals de musique, Paléo, etc. Le plus tôt possible, ils annoncent, le mieux c'est, parce qu'il faut faire de la résa, quoi. Ouais, bien sûr. À la fois, si on se resitue plutôt du côté spectacle vivant, Avignon, ils ont présenté leur programmation il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, tu vois. Okay. Donc, encore une fois, c'est notre modèle un peu hybride entre spectacle vivant et musique. Et puis aussi, c'est un modèle qui fonctionne pour nous et qui est vraiment ancré. Encore une fois, c'est un rendez-vous un peu pour les Lyonnais. D'avoir la programmation des Nuits de Fourvière qui va être annoncée le 12 mars, des gens qui se mettent un peu une alerte sur leur portable, etc. Et on est assez attaché, en fait, je crois, à ce modèle-là qui fait que au retour du printemps, des beaux jours, on annonce la programmation, c'est un peu festif. On laisse une semaine au public pour découvrir la programmation. Digérer, se positionner, discuter avec les copains, s'organiser, oui. Voilà, on leur laisse une semaine et ensuite on ouvre la billetterie. Et du coup, c'est aussi un rendez-vous, pareil, que les gens notent sur leurs agendas, etc. Et on ouvre la billetterie pour tous les spectacles en même temps. Ça fait 20 ans que c'est la même mécanique, on va dire, de teasing, de lancement, d'annonce, etc. En tout cas, ça fait 20 ans que le festival est à peu près sur ce modèle, de manière générale. Ouais, je pense. Je ne suis pas sûre sur les 20 ans pile poil, mais en tout cas, ce modèle d'annonce et de lancement de billetterie est à peu près le même depuis longtemps. Ouais. Donc la timeline, on la connaît, elle repose notamment sur ça. Après, tu as la durée de vie de ton festival qui dure 2 mois. Ouais. Et puis après, y a ce laps de temps entre 2 événements. Oui. Et qu'est-ce qui se passe justement ? Tu m'as dit que vous étiez une douzaine là, à être permanent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du foot dans les allées, les contre-allées du théâtre antique. C'est quoi le programme dans ce cas-là ? Déjà, le théâtre, on le rend un peu à Lugdunum, musée et théâtre romain, qui gère le site. On partage nos ruines un peu ensemble. Et déjà, on leur laisse bien tranquille à ce moment-là. Et nous, après s'être bien reposés en août, ce qu'on fait à l'automne, c'est vraiment, encore une fois, déjà le bilan de la saison précédente. Qu'est-ce qui a marché, pas marché, les chiffres, etc. On doit évidemment toujours convaincre. On a quand même chaque année un challenge qui est renouvelé. On a aussi une tutelle qui est la métropole de Lyon. Tu dois rendre des comptes. On doit rendre des Relevé de compteur, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc on s'y attelle à la rentrée et voilà, on fait le bilan de l'année précédente, tout simplement, de la saison précédente. Et ensuite, on a la chance d'avoir un peu ce laps de temps, en effet, un peu creux, qui nous permet aussi de nous réinterroger nos outils en interne. Et ça, c'est assez rare, mine de rien, au boulot, je trouve, d'avoir du temps où tu sais que tu vas pouvoir questionner tes outils. Et ça, c'est vraiment un truc dont on est hyper content, c'est qu'on a ce temps où on sait qu'on va se dire est-ce que ce process il a marché, faire des réunions de comment toi tu as vécu ça, est-ce que cette année on refait la même chose ou pas, etc. Et encore une fois, c'est rare au boulot d'avoir la chance de pouvoir... Je suis d'accord, ça ressemble à du luxe dans nos professions, c'est vrai. C'est cool, ouais, carrément. Et puis ensuite, encore une fois, tranquillement, la programmation arrive à l'automne. C'est toujours le fruit de beaucoup de négociations, notamment pour les artistes en musique.
Et nous, à la com, on est sur les starting blocks. On attend dès qu'il y a des choses qui sont validées. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment commencer à récupérer tout le matériel promo de chaque proposition artistique dès novembre. Et ensuite, on va tout digérer. Il y a des centaines d'éléments à digérer entre les textes, les photos, les vidéos, tout uniformisé pour faire une belle brochure qui doit partir à l'impression en février. Donc en fait, nous, mine de rien, on a une espèce de montée en puissance avec cette première grosse échéance qui est l'édition de la brochure, qui du coup formalise tout en fait. Comme on doit écrire les choses dans cette brochure, c'est là où on va décider à quelle heure commence le spectacle, combien il va coûter, donc en fait, quelle photo on va prendre, quel titre, vous avez 6 mois pour travailler 2 mois d'intensité énorme, quoi. C'est ça, si je résume. Exactement. Ouais. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de programmation. On a compris un peu le climax, l'annonce de la programmation. En tout cas, c'est le climax. On l'a dit, c'est en mars. Alors que d'autres festivals, effectivement, dans la musique, annoncent dès septembre ce qui est programmé pour l'été prochain. Donc c'est assez fou. La programmation, c'est là que tout se joue, la réussite du festival ? Je pense que c'est là que beaucoup se joue. Ouais. Je suis très curieux de savoir comment ça marche, ça, en fait. Alors déjà, juste sur l'annonce de cette programmation, comment est-ce que vous organisez le reveal ? Parce qu'on le sait, effectivement, tu as raison, c'est un moment qui est attendu des Lyonnais. Et puis je pense que dans tous les festivals, c'est un moment qu'on attend, le moment de reveal de la programmation de l'année. Ça, comment vous l'organisez en interne ? Comment toi, côté communication, tu fais monter cette mayonnaise ? Est-ce que tu as des astuces ? Est-ce que tu as développé des stratégies ? Moi, je m'appuie beaucoup sur le travail de mes prédécesseurs, de toute façon, évidemment, qui fait qu'il y a aussi, donc je t'ai parlé un peu de l'approche nationale, mais on a aussi un lien très fort avec la presse locale. Et du coup, moi, je sais que j'organise ma conférence de presse, qui est donc le jour de la révélation de l'annonce de la programmation. Et je sais que comme on a la chance d'annoncer qu'une fois par an, on n'existe qu'une fois par an. Donc ça, c'est aussi une force qui fait que la presse, elle vient en fait tout simplement à notre conférence de presse, parce qu'il n'y en a qu'une par an. Et je ne sais pas à quel point ils se déplacent encore, les journalistes, sur des conférences, etc. S'il y en a 5 par an pour une même structure, je ne sais pas s'ils viennent aux 5. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir une petite centaine de journalistes locaux ce jour-là qui vont se faire l'écho du coup et nous aider vraiment à médiatiser cette annonce. Et puis, tout a été organisé en amont, notre site web, nos réseaux sociaux. On travaille avec une agence qui va nous faire un teaser. Et puis, t'as un compte à rebours ? 3, 2, 1, on appuie sur le bouton. On programme. Ouais. Avant que je suis arrivée, c'était à la mano. Ouais. Mais on programme beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça nous soulage. Quel est le stress qu'il y ait des fuites ? C'est déjà arrivé qu'il y ait des fuites ? Ouais, ça arrive. Ouais, notamment avant, on avait Comment quelqu'un sur Twitter. Ça c'est chaud, ça, parce que mine de rien, tout est connecté aujourd'hui, tout le monde se parle. T'as vite fait à l'apéro de dire « Oh, tu sais pas qui c'est qui est. Je te le dis, mais te le dis à personne. » Et nous déjà, on est un peu dans la confidentialité, même parmi nos proches, etc. Moi, ma mère est très très vexée parce que chaque année, je ne lui donne aucune bille. Elle ne sait rien. J'ai pas le droit d'en parler. Agent secret ou communication des Nuits de Fourvière, même combat, à ce que je vois. Ok. Ça arrive qu'il y ait des fuites et avant il y avait un compte Twitter chaque année qui arrivait à balancer pas mal de noms. Vous aviez une taupe ? Peut-être, ouais. Je sais pas, on n'a jamais su. Mais c'est un peu rageant, ouais, quand toi tu t'échines à vraiment travailler dans le secret et que c'est un peu frustrant. Mais quand il y a des fuites comme ça, vous prenez la parole ? Ou vous laissez filer en mode genre il se passe rien ? Non. Okay. Non, on dit rien. On laisse faire. Et puis après, voilà, j'ai une petite pensée pour notre ancien directeur qui avait aussi pour habitude de dire il vaut mieux qu'il y ait des gens en haut des grilles qui essayent de regarder par-dessus et qui essayent vraiment ou qui essayent de rentrer de manière frauduleuse sur le site plutôt que personne à ton événement. C'est vrai. Donc on va pas non plus se plaindre qu'il y ait aussi une espèce d'attente et une joie à essayer d'obtenir des noms pour notre programmation, tu vois. Si on rentre dans la cuisine interne, là moi je suis curieux, je passe la porte du QG des Nuits de Fourvière. Dans la cuisine interne, qui décide de la programmation des Nuits de Fourvière ? C'est qui décide de ça ? C'est notre directeur artistique tout simplement. Donc aujourd'hui on a une co-direction qui est composée d'Emmanuel Durand et de Vincent Anglade. Vincent Anglade étant le directeur artistique, il va faire vraiment tous les axes de la programmation chaque année.
Il est aidé aussi par des collaborateurs extérieurs qui peuvent être spécialisés sur telle ou telle discipline. Un collaborateur musique actuelle, quelqu'un pour le jeune public, quelqu'un pour le théâtre, etc. Je pense que son cerveau est une espèce d'énorme matrice avec beaucoup de facteurs différents, parce que pour faire une programmation sur 2 mois, pour programmer une programmation aussi longue, c'est vraiment, tu as tellement de facteurs à prendre en compte, entre le calendrier des artistes qui sont parfois du coup inscrits dans des tournées internationales. Par exemple, un artiste international, Jack White, tu vois, quelqu'un comme ça, Massive Attack ou quoi, ça se programme minimum 1 an à l'avance. Donc l'été d'avant. Un an avant, vous avez dealé et ça doit rester secret pendant 1 an. Ouais, côté artiste, côté chez vous, personne ne doit rien dire, c'est ça le jeu. Tout à fait. C'est ouf. Ça sur 110 dates. Ouais, après il y a des choses qui de toute façon de fait fuitent moins ou suscitent moins l'intérêt, tu vois. Et c'est pas très, par exemple pour le spectacle vivant, honnêtement je préfère qu'il y ait une fuite sur un spectacle d'une grande chorégraphe qui passe à Paris, qui crée son spectacle à l'automne, et je préfère qu'on dise qu'elle va jouer au Nuit de Fourvière l'année d'après, parce que ça nous sert, parce que c'est de toute façon des choses qui sont plus difficiles à promouvoir. Et donc voilà, ça va pas changer la face du monde si c'est officiel, enfin si ça affiche à un moment. Mais c'est sur la musique actuelle où ça peut plus. Bien sûr, c'est les têtes d'affiche. Ouais. Notre modèle, il est fait pour que aussi on ait cette grande variété de notoriété un peu entre des grosses têtes d'affiche et des gens moins connus. Et du coup, tous ceux qui sont un peu connus vont vachement attirer l'attention des gens et vont pouvoir permettre de promouvoir finalement le reste. On a un peu des locomotives en fait qui vont permettre d'attirer l'attention sur toute la programmation. Et du coup si on perd un peu cet effet waouh, on perd potentiellement pas mal de spectateurs qui n'auraient pas vu les autres propositions de la programmation. Et toi, en tant que communicante, dans quelle mesure la réussite de ta communication, elle ne dépend pas aussi des artistes que vous programmez? T'es carrément pris en otage, toi, par le programmateur. Ouais, si tu ne sors pas des grosses têtes d'affiche, si tu ne sors pas des grosses têtes d'aff, tu sors les rames après, non? Ouais, après, je pense qu'on est tous dans l'équipe assez fidèles au projet en lui-même. On est beaucoup à venir du spectacle vivant. Et du coup, on est aussi beaucoup à... Tu veux dire que c'est notre mental, le spectacle vivant? On est habitué à devoir défendre des propositions, pas juste avoir des gros noms et puis ça marche tout seul? Ouais, un peu quand même, bien sûr. Ouais. Oui, tu vas devoir parler un peu plus longtemps pour parler d'un spectacle de danse que d'Orelsan, tu vois. Ouais. C'est plus simple de promouvoir un artiste qui remplit des arénas, tu vois. Il y a presque rien à dire. Moi, en fait, finalement, en vrai, je travaille beaucoup moins sur la musique que sur le reste, parce que le jour 1 de la billetterie, on a beaucoup de complets, et que toute cette période dans laquelle on est là, un peu de promotion, là, avril-mai, moi, je vais essayer de faire en sorte d'attirer l'attention sur les spectacles qui ne sont pas complets. Et donc, très souvent, c'est le spectacle vivant. Ouais. Je pose une question cash. Pourquoi vous ne faites pas que de la musique, Nuit de Fourvière? Ça remplit la musique. Pourquoi continuer à faire du théâtre et de la danse et tout ça? Parce que qu'est-ce que ça serait dommage de se passer de ce mix, justement, qui est magnifique. Chaque année, c'est un peu une folie, quoi, d'avoir... Vraiment, tu croises entre midi et 2 à la fois des circassiens qui sont dans les arbres de notre terrasse, qui sont en train d'escalader des arbres pour prendre des figues. Et puis le lendemain, t'as Mathieu Chédid qui est là, et puis qui lui-même croise Lucie Antounès, et d'un coup, ils décident de faire un projet ensemble. Je dis n'importe quoi, mais nous, ce qu'on aime, c'est cette hybridation, c'est ce mélange des disciplines. On adore ça au sein du festival. On adore ça parfois sur scène aussi, tu vois. Cette année, on a une soirée avec Clara Isé, qui est une nuit de la poésie. Donc, elle est chanteuse, mais elle va inviter des poétesses, des artistes. Et nous, on adore ce mix-là. On trouve qu'il vaut la peine d'être mis en lumière aussi. Est-ce que tu as ton mot à dire? Est-ce que la communication a son mot à dire? Tu sais, aujourd'hui, sur scène, les artistes, etc. Il y en a certains, ils ont quelques casseroles, ils sont difficiles. C'est difficile de communiquer sur certains. Donc j'imagine le programmateur, il est informé de tout ça, il en prend bonne note. Mais est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de lever la main et de dire on n'est pas à l'aise là, ça va nous poser problème en communication? Ou à l'inverse, donnez-moi du banger, il me manque de la matière là. Honnêtement, non, on n'a jamais eu une nécessité à le faire.
encore une fois, on est une petite équipe à l'année et le programmateur, il connaît très bien, il sait très bien ce qu'il fait et du coup, pour l'instant, c'est jamais arrivé, non. Ok, d'accord, très bien. Je veux qu'on parle d'un objet qui, moi, me fascine. Chez vous, c'est l'affiche. L'affiche, voilà. Bon, du coup, il y en a un paquet des affiches, hein, parce que 80 ans de festival, forcément. Et je suis assez fasciné du fait que dans un monde qui est dominé par la vidéo, eh bien, vous continuez à en faire un moment fort, le reveal de l'affiche, de l'identité visuelle du festival. Comment t'expliques qu'à l'heure du tout vidéo, du tout social media, l'affiche d'un festival, ça reste encore un moment important dans sa communication? Mais je pense que c'est encore une fois très lié au format festival, tu vois. C'est le marqueur d'une année, en fait. C'est genre cette édition, c'était celle... Et nous, d'ailleurs, en interne, on se rappelle des éditions en se disant « Ah oui, c'était quelle affiche déjà ?» etc. Donc, je pense que c'est aussi ce plaisir d'avoir ce souvenir d'un été, en fait, tu vois. Tu veux dire que c'est la carte postale d'un été? C'est un peu ça? Un peu, carrément. Tout simplement, en fait. L'identité visuelle des Nuits Sonores, elle change donc on l'a dit, chaque festival, ça change. Pour autant, il y a un vrai fil conducteur. Ça reste. Je me suis amusé là, à reparcourir un certain nombre de photos. C'est de la photo. Il y a une base photo. Il y a toujours quelque chose d'un peu poétique, très déconnecté finalement du lieu, très déconnecté de Lyon, des gallo-romains, même du spectacle en lui-même. C'est en général assez poétique. Vous avez eu un certain nombre de grands artistes qui ont contribué. Je pense à Parr, Martine Parr, etc. Quand vous pensez ce renouveau chaque année, comment vous faites pour garder l'ADN? Comment ça marche en fait cette affiche? C'est quoi le projet derrière cette affiche de festival? En effet, pendant des années et des années, on avait cette récurrence de ciel bleu, de poésie, quelque chose d'assez déconnecté, comme tu dis, d'assez. En fait, l'idée, je pense que c'était un peu d'inciter au voyage, à la rêverie, d'avoir une image comme ça, un peu dans la ville qui s'impose et qui fait un peu rêver. Voilà. Je pense que tu la vois, l'affiche, il n'y a rien qui laisse penser que c'est les Nuits de Fourvière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la force d'exister qu'une fois par an, qui nous laisse la possibilité de tout miser un peu sur un visuel, tu vois. Cette année, je crois que ce sont des danseurs qu'on voit sur la photo, il me semble. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de l'affiche de cette année? Oui, bien sûr. Et puis, juste pour revenir un peu là-dessus, du coup, depuis que la nouvelle direction est arrivée, depuis 2-3 ans, on change un petit peu d'esthétique, un petit peu, mais tu vois, on laisse un peu plus la marque Fourvière apparaître dessus normalement. Juste pour préciser. Et puis pour cette année, vraiment, en effet, là, on a un peu cassé pour le coup le ciel bleu, par exemple. Il n'est pas là cette année. Oui, c'est ça. Photo de Quentin Chevrier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bravo, tout à fait. Ouais. En fait, c'est la photo d'un projet qu'on va accueillir à la Altony Garnier aussi cette année, qui est un projet de Boris Charmatz, qui est un chorégraphe qui va accueillir 200 danseurs et danseuses à la Altony Garnier et qui va faire un espèce d'atelier chorégraphique géant. Et cet atelier a déjà eu lieu notamment à Avignon et au Grand Palais, donc petit clin d'œil aussi avec le Grand Palais ici aussi. Et en fait, cette photo faisait la couve d'un certain hebdomadaire national qui était posé sur mon bureau. Comme Télérama. Je le dis, Télérama, voilà, on s'en fiche. C'est peut-être lui, on s'en fiche. En tout cas, c'était la couve de Télérama, en effet. Et voilà, il y avait un peu un brainstorming. Alors, on travaille aussi avec une agence chaque année pour l'affiche. Et il y avait un peu un brainstorming autour de l'affiche de l'année, etc. Qu'est-ce que ça va être? C'est en effet toujours une grosse question. Et le directeur est passé et a vu sur notre bureau cette une. Puis il a dit... moi, je l'avais mis de côté parce que je savais que c'était le projet qu'on accueillait. Je trouvais ça rigolo. Puis il a dit, ça fait une affiche, ça. Et puis il allait le présenter dans les discussions autour de l'affiche. Et puis il se trouve que ça a fait l'affiche. Et du coup là l'idée c'était, je crois que... Attends, c'est rigolo, tu es en train de nous dire que l'affiche du jour, au milieu de tous les brainstorms, elle est sortie d'un... c'est ça en fait, pourquoi on se casse la tête? C'était une évidence. Ouais. C'était une évidence parce que je crois qu'elle cochait aussi, qu'elle correspondait vraiment à l'idée de l'édition qu'on avait envie de promouvoir cette année, c'est-à-dire on a 80 ans, on a envie de danser tous ensemble. Il y a une thématique un peu fil rouge sur cette édition qui est celle du bal. On adore du coup cette idée que les gens se rassemblent et dansent ensemble.
Il y a plein de profils différents sur cette photo. L'idée, c'est de dire vraiment, venez danser avec nous. Et puis, on aime bien ce genre de gros projets participatifs, comme celui avec les batteries, voilà. Et du coup, ça a plu. Et du coup, on a rajouté une petite dimension festive en rajoutant les cotillons. On a hésité à mettre 80 ans, mais on n'avait pas non plus envie de trop appuyer là-dessus. Et puis, on s'est dit aussi, il faut un pendant à cette affiche. Donc, on va en faire 2. Et il va y avoir la version danseur et puis la version on se fait plaisir. C'est la thématique du bal, c'est les 80 ans, c'est les boules à facettes. Et du coup, on a 2 affiches comme ça avec une principale qui fait à peu près les 2/3 de la diffusion, on va dire, voilà, qui est vraiment notre affiche un peu emblématique 2026. Et puis l'autre qui vient un peu au regard, un peu comme un papier peint, qui vient appuyer la première et qui nous permet aussi de, d'avoir des variantes. Ouais, soyons opportunistes, ayons des variantes. Ouais, tout à fait. Comment elle se passe chaque année, ce moment où on choisit l'affiche, on choisit la photo qui va illustrer l'année, ou le concept créatif même. Là, tu parles de bal, j'aimerais comprendre ça, comment ça naît. Donc là, vous avez cette période de 6 mois de construction de l'événement à venir. Est-ce que vous vous mettez à 12 autour de la table et puis vous brainstormez? Comment ça marche? Il y a une agence qui vous aide à réfléchir, qui vous propose des pistes? Ouais. Alors depuis quelques années, il y a une agence qui est d'ailleurs a été des agences différentes selon certaines années. Avant, on avait un graphiste qui a vraiment trouvé ce concept et qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Mais qui du coup faisait partie un peu plus du projet précédent, du directeur précédent qui est parti à la retraite. Du coup, depuis 2-3 ans, on travaille avec des agences et il y a un vrai brief qui est fait sur qu'est-ce qu'on a envie de défendre cette année, quelles sont un peu les grandes valeurs qu'on a envie de défendre, etc. Et ensuite, c'est un savant ping-pong entre des propositions et des choix, dont moi je ne fais pas partie d'ailleurs. C'est vraiment la direction qui fait qui étudie les premiers jets, quoi. Et puis voilà, nous on a un peu notre mot à dire surtout sur imaginer la déclinaison. C'est-à-dire il faut quelque chose qui soit quand même assez malléable, qu'on puisse vraiment décliner sur des centaines de supports différents. Donc voilà, tout simplement. Ces affiches, elles ont du sens aussi parce que c'est concurrentiel. Hein. C'est concurrentiel, le milieu des festivals. Hein, je le disais en intro, c'est devenu quasiment une tradition franco-française, les fameux festivals d'été. Quand tu regardes aujourd'hui le calendrier, on va dire, des festivals, tu as l'impression qu'il y a un festival dans chaque ville. L'été, c'est aussi simple que ça. Rien que nous, autour de Lyon, tu as vraiment une proposition, on va dire, culturelle forte à ce moment-là de l'année. C'est la concurrence, ça ? Franchement, je crois qu'on a la chance, encore une fois, d'exister depuis longtemps et aussi d'avoir beaucoup de partenaires assez forts. Donc, en fait, surtout, c'est aussi beaucoup des copains, les autres. Typiquement, tout le monde vient nous chatouiller un peu sur Jazz à Vienne, mais alors on les connaît très bien, on les aime beaucoup. J'adore leur amphithéâtre, j'y vais quand je peux. Il est moins bien que le nôtre. Quand même. Il est très beau aussi. Très honnêtement, il est très beau aussi, j'adore. Donc en fait, on a plutôt envie de s'appuyer sur ce maillage-là plutôt que d'en faire de la concurrence. Ouais. Comment on fait malgré tout pour rester différenciant Comment on fait pour rester attractif quand chaque petit, même dans le Grand Lyon, hein, chaque petit acteur là va développer son festival estival. Je pense même à Villeurbanne qui fait des choses. Bourg-en-Bresse, c'est des choses, c'est des villes qui sont juste à côté. Ouais. On a la chance d'avoir la force du lieu quand même, qui fait que le cadre est tellement enchanteur que ça en fait déjà un argument en soi pour venir passer une soirée à Fourvière. Et puis nous, on aime vraiment beaucoup axer sur le fait d'avoir cette pluridisciplinarité et aussi cet aspect de création, c'est-à-dire venez voir des premières en fait. Ce spectacle, vous l'avez jamais vu ailleurs, il n'existe pas. Nous, on a participé au fait qu'il puisse être monté. Venez voir cette première de ce spectacle. C'est une première mondiale. Vous le verrez peut-être jamais ailleurs. Parfois, il y a des one-shots. Parfois, par exemple, cette année, on a MC Solar et Youssoupha. Ils n'ont jamais fait de spectacle ensemble, vous le verrez qu'à Fourvière.
Ça, ce caractère exclusif, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très prégnant quand tu es visiteur, comme moi, qui ai fait un paquet de concerts au Nuits de Fourvière. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir vivre des moments uniques. C'est quelque chose que vous discutez avec les artistes, parce qu'on a l'impression que c'est très spontané, mais j'imagine que c'est construit aussi avec vos équipes. Oui. Tu veux dire nos équipes en interne? Oui, par exemple, là tu parles de Youssouf MC Solar, effectivement, duo inédit, ça va être une soirée assez extraordinaire, j'imagine. Ça s'est construit préalablement, c'est à votre initiative. Comment on construit ça en fait? Ça, c'est vraiment le travail du programmateur qui va avoir beaucoup de contacts et savoir un peu aussi où est-ce qu'était l'artiste en ce moment, sur quel projet, qui va pouvoir parfois présenter des gens, opérer des rencontres en fait, tout simplement. Donc parfois il y a vraiment des rencontres que nous on crée, et puis parfois il y a des envies qui viennent des artistes et puis qui ont ce nouveau projet, qui ont envie un peu de le tester, de l'éprouver, de jouer à Fourvière parce qu'ils adorent le cadre. Donc c'est un peu un savant mélange de tout ça. Tu penses que côté artiste, ce festival, il porte en lui justement une dimension de création qui oblige ou qui contraint à sortir du programme qu'on va dérouler tout l'été? Parce que quand on est artiste, on est parti, on fait 300 dates par an. L'été, ça peut être des festivals, on a un 7 festivals. Et c'est vrai qu'on a la sensation en tant que spectateur de vivre des moments inédits. Est-ce que tu crois, est-ce que ça fait partie du cahier des charges? Vous poussez vos artistes dans cette direction-là? C'est pas tant qu'on les pousse, mais c'est qu'il y a un peu une réputation, en effet, comme tu dis. Il y a des artistes qui aiment bien venir jouer à Fourvière parce que le cadre est très beau, parce qu'on a la chance vraiment d'avoir ces amphithéâtres magnifiques et un cadre très intime. En fait, on a une jauge qui est de 4200 places à peu près maximum pour des artistes qui parfois jouent dans des arénas qui font 10 000, qui font 80 000 personnes. Et c'est pas les Francopholies, quoi. Ouais, voilà, on a eu Indochine il y a quelques années. Voilà, et c'est une minuscule salle pour eux. Donc ils aiment bien ce cadre un peu intime qui parfois se trouve aussi dans des tournées qu'ils font où ils sont dans des tourbus. Ils arrivent sur un parking et ils sont dans leur bus et ils traversent des endroits avec des grilles en pleine canicule, etc. Et ils vont sur des scènes immenses. Là, en comparaison, un petit peu, Fourvière, c'est vraiment tout petit. C'est des jardins, c'est un amphithéâtre, tu joues sous les étoiles. Vraiment, ces ruines, elles dégagent quelque chose. Si tu es sur scène, tu vois cette espèce de mur de personnes en face de toi. C'est vraiment un cadre, je pense, qui appuie beaucoup sur ce moment un peu unique qui va se passer sur scène. Est-ce qu'il y a des artistes qui carrément vous demandent, vous disent moi j'aimerais bien cet été venir jouer au Nuits de Fourvière? Ça arrive aussi dans ce sens-là? Ouais, je pense. Puis il y a des fidélités aussi. Tu vois, Mathieu Chédid dont je parlais tout à l'heure. Violet qui est passé X fois, bien sûr. Ouais. Oui. Après, c'est des affinités aussi beaucoup avec la direction, le programmateur, etc. Bien sûr. Sujet moins marrant, on parle beaucoup d'inflation culturelle. Ouais. Le fait que y a trop d'offres, il y a trop d'événements, il y a trop de propositions et pour le public c'est difficile de suivre. Et c'est vrai que particulièrement l'été, quand on est féru d'événements culturels, de musique mais aussi d'art vivant, tu le ressens toi quotidiennement dans ton métier, ce sujet-là d'inflation culturelle au fil des années, que ça s'accentue ou pas? Moi je pense, après j'ai un regard un peu biaisé parce que je travaille dans la culture depuis longtemps et dans le spectacle vivant depuis longtemps, donc je suis moi-même assez alerte là-dessus, mais ça me fait un peu penser par exemple à un partenaire sur les réseaux sociaux avec qui on travaille chaque année, qui est Culturel Lyon, et c'est un compte qu'on suit beaucoup. Enfin voilà, ils font les choses très très bien, ils ont un peu tout compris, et à chaque fois que je vois un de leurs posts, je me dis ah ouais, il y a ce truc qui existe là, oui, il y a, en tout cas à Lyon, je pense qu'il y a une magnifique offre culturelle, il y a plein de choses à faire. Après, on a toujours du public qui vient, donc on en. Il n'y en a pas trop, quoi. Je pense qu'il n'y en aura jamais assez, même. Bon, tu parlais social media, parlons justement social media. Alors vous êtes sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, un peu partout. 38 000 followers sur Instagram, 69 000 sur Facebook. Aujourd'hui, c'est quoi les plateformes prioritaires selon toi pour les Nuits de Fourvière? Instagram, c'est celle sur laquelle on met le plus d'énergie aujourd'hui,
Ouais. Et on trouve vraiment du plaisir à le faire aussi. Cette interaction quasi directe avec les gens, moi j'adore, je trouve ça très très fun. Ouais. Donc aujourd'hui, quelle est la place des réseaux sociaux au milieu de ton mix marketing ou ton mix communication ? À quoi ça sert ? C'est quoi la mission aujourd'hui d'Instagram par exemple dans ton plan de com ? Et ça va être de nous rendre, de désacraliser un peu les nuits et de nous rendre un peu plus accessibles aussi au public. Quand je suis arrivée en 2020, il y avait moins de 20 000 followers et les choses se faisaient de manière, encore une fois, très empirique. Et il y avait une image un peu très institutionnelle, un peu décorée de l'humain. C'était pas très incarné en fait. Et avec une agence qui nous a aidés sur la stratégie digitale, on a vraiment travaillé à essayer d'être un peu plus proche des gens, de jouer aussi sur l'émotion, d'avoir une approche beaucoup plus directe. Et aujourd'hui, on travaille vraiment les contenus dans ce sens pour que les gens qui viennent aux Nuits de Fourvière aient envie de prolonger un peu l'expérience sur leur portable, ou alors ceux qui vont venir soient un peu teasés, etc. Donc là, on est en ce moment, si vous vous connectez en avril là, sur les comptes réseaux sociaux des Nuits de Fourvière, place à la programmation, hein, c'est vraiment ça le sujet. Tout à fait, ouais. Donc là, tu es en train de teaser les différents spectacles qui sont là et puis de pousser, comme tu l'as dit, un certain nombre de spectacles qu'il faut faire découvrir. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui se passe après quand le festival commence ? Alors là, on va faire de la couverture un peu plus traditionnelle, on va dire, vraiment du reporting. Et je suis ravie qu'on ait quelqu'un qui soit arrivé à ce poste cette année. L'idée, donc on a plein d'idées pour cette année. Raconte-nous un peu. On va garder quelques secrets quand même. Mais l'idée, c'est de toujours couvrir un maximum l'événement sans être trop redondant non plus, parce que mine de rien, on a beaucoup de choses qui se passent au Grand Théâtre. Donc on doit aussi se renouveler un peu. L'idée, ça va être un maximum de faire des stories de manière quotidienne, et puis d'avoir un peu des rendez-vous avec les gens. Donc d'essayer de montrer un peu les coulisses. On va essayer de faire des interviews un peu des artistes. On va montrer la vie du site un peu, comment ça se passe, c'est quoi un peu notre quotidien, c'est quoi les spécificités, les choses un peu rigolotes sur les Nuits de Fourvière. Pourquoi pas donner un peu la parole aux festivaliers, en fait, vraiment essayer d'être présent au moment où on existe le plus fort, c'est-à-dire en juin et en juillet, et d'essayer de rendre un peu les choses fun. Quelle place prend la vidéo au milieu de tout ça ? Une grosse place, ouais. Donc là, tu as des équipes vidéo pendant le festival. Ça se passe comment ? Tu as ton CM qui va pas dormir jour et nuit et qui va faire que de ça ? Ouais. Il le sait, il est au courant ? Ouais. Ouais, on fait en sorte qu'il puisse se reposer maintenant. Bien sûr, la vidéo aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as le droit de montrer ? Est-ce que tu as le droit de montrer des artistes sur scène ? Ouais, alors ça va être toujours au cas par cas et c'est en effet très dépendant des productions. Donc il y a des artistes qui sont très demandeurs de visibilité et qui sont OP pour tout et qui vont venir te faire des interviews, etc. Même prendre ton Grand Corps Malade, une fois, pour le coup, lui, il n'est pas en manque de visibilité. Il avait fait ce truc trop cool où il avait pris le portable de la com et puis il avait fait une petite vidéo comme ça, face caméra et tout ça. Sur scène, pendant scène, ouais, génial. Cool. Le truc, tu rêves de ça. Mettez-le dans le contrat, il faut faire ça à chaque fois. Ouais, ça serait magnifique si on pouvait faire ça. Ouais. Donc il y a des artistes qui sont très partants pour ça et d'autres beaucoup moins. Il y en a qui vont faire aucune promo sur tout l'été, sur toute leur tournée, ils sont inapprochables. Donc on jongle toujours avec les possibilités qu'on a. Je suis étonné de ce que tu dis, c'est-à-dire c'est pas contractualisé ça fait pas partie de la presta d'un artiste, c'est-à-dire je viens, je fais mon concert, mais aussi je suis disponible à tel point pour de la communication autour de l'événement. Ouais, c'est écrit au contrat, mais pas comme une obligation. Ah donc, d'accord, genre ça serait bien que ça se fasse. D'accord, ok. En même temps, on peut les comprendre sur des... Tu vois, ils ont parfois des tournées qui durent 3 mois tous les jours. Je comprends que parfois ils aient besoin de se reposer avant leur set, tu vois. Je comprends tout à fait. Donc c'est une grosse part un peu d'impro sur place, de négo, au cas par cas. Ouais, donc il y a à la fois des choses qu'on peut prévoir à l'avance avec des gens qui sont partants, ou alors des formats qu'on peut faire nous, où on s'appuie sur nos compétences, nos possibilités à nous.
Il y a ce qu'on peut faire en interne du coup avec mon community manager, et puis il y a ce qu'on va déléguer à une agence qui va faire des reportages un peu plus longs, un peu plus poussés, qui sont quasiment de la captation de spectacles, mais pas tout à fait. Et ça qu'on prévoit aussi à l'avance avec les artistes qui sont disponibles. Donc déjà, il y a deux trucs, quoi. Il y a les formats un peu réseaux sociaux, et puis il y a les reportages un peu plus longs qu'on délègue. Et ensuite, sur la part d'organiser et de spontané, c'est pareil, c'est un savant mélange. C'est-à-dire que, en fait, parfois, tout se joue sur place. Tu as écrit des mails depuis des semaines sur les consignes photos, la possibilité de promo, etc. T'as quasiment pas de réponse, et puis en fait entre midi et 2 tu vas parler au manager, il est trop sympa, d'un coup il dit oui, le groupe est là, vas-y, vous voulez venir en loge, bah oui, vous voulez qu'on fasse quoi, etc. Donc il faut se laisser une grande flexibilité dans sa tête et dans son emploi du temps pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Donc là, si je comprends bien, au moment, pendant l'événement, un de tes enjeux, c'est notamment de peut-être prolonger ou de faire vivre une partie de l'expérience, concert ou spectacle mis à part, de la soirée Nuit de Fourvière ou de la journée Nuit de Fourvière à ceux qui ne sont pas là. Ouais, aussi, bien sûr. Et j'adore l'idée. Encore une fois, on a 38 000 abonnés sur Insta. J'adore l'idée que dans la poche des gens, chaque jour, pendant 2 mois, ils puissent voir des stories sur à la fois Charlotte Cardin et puis le lendemain... Eddie de Pretto, et puis j'adore cette idée-là qu'on puisse en effet vraiment être une petite fenêtre sur ce qui se passe nous là-haut et qui est un peu fou, qui est un peu une espèce de fête pendant 2 mois. C'est quoi les sujets qui marchent le mieux sur votre audience ? Comme tu disais, c'est déjà le format, c'est la vidéo beaucoup, et c'est sans trop de surprise, c'est les artistes les plus connus qui fédèrent le plus, évidemment. Ouais. Les backstage, les coulisses, ça marche, ça ? Bien sûr. Ouais. Moi, tu sais, j'ai eu une seule fois la chance d'aller en loge sous la scène des Nuits de Fourvière. Très rare, j'avoue. Ouais. Moi, j'ai c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est un truc que tu ne vis pas. Donc j'imagine que pouvoir raconter ça, c'est quand même fou. Ouais, carrément. En plus, nos loges, elles n'ont pas toujours été très jolies. Là, elles ont été refaites, donc ça va. Mais pour expliquer, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'en effet, sous la scène du théâtre, donc sous les ruines, quoi, vraiment sous la scène, il y a un grand couloir qui traverse la scène et qui distribue, du coup, de chaque côté du couloir des loges, avec des loges, des toilettes, des douches, etc. Et c'est vraiment sous la scène, donc c'est assez rigolo comme endroit. C'est très confidentiel. Est-ce que vous avez une vraie stratégie backstage ? Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu sais, qu'il faut qu'on trouve le moyen de faire du contenu à cet endroit, de raconter, de montrer ce que les gens ne voient pas ? On aimerait, évidemment, c'est quelque chose qu'on aimerait faire le plus possible, mais qui est très soumis à la fois, encore une fois, au bon vouloir des artistes. Et puis nous aussi, c'est une zone, notre site, en fait, encore une fois, il n'est pas si grand. Du coup, c'est des zones de travail pour les techniciens. Et du coup, en fait, eux, ils sont là pendant 2 mois, tous les jours, parfois sous le soleil, parfois dans les loges, etc. Ils doivent vraiment, c'est leur lieu de travail. C'est comme toi, ton bureau, quoi. Donc du coup, tu peux imaginer que parfois c'est un peu agaçant si tu as tous les jours... encore les mecs du social media, merci. Ouais. Et on peut les comprendre. Donc on essaye de se faire tout petit, mais aussi on a aussi évidemment envie de documenter un peu ce qui se passe. Donc c'est aussi un savant mélange. Tu parlais donc d'Instagram. Habituellement, sur d'autres événements, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est aussi un espace qui permet aux festivals ou aux événements de mettre en avant leurs partenaires. Je dirais même que ça fait partie du deal. Oui, vous serez quelque part sur l'affiche. Oui, on vous mettra peut-être sur le photobooth artiste. Et on vous fera une story par semaine où on vous montrera que vous êtes notre partenaire buvette. Est-ce que toi, tu as des obligations de ce type ? Très peu. Faut pas trop en parler du coup. Non, je plaisante. Très peu, et ça va dépendre sur quel canal, mais du coup, pour ce genre de choses, on se concentre sur LinkedIn. C'est un peu le réseau professionnel adapté pour ça, donc ça, on n'a aucun problème à le faire sur LinkedIn. Et pour le reste, pour nos mécènes, parce qu'on en a en effet, les entreprises partenaires, on va plutôt se concentrer sur une planche logo, tout simplement, qu'on va faire apparaître à la fin des vidéos. Mais on a la chance d'avoir aussi la liberté de pouvoir créer sans trop ces contraintes-là.
hormis quelques mécènes peut-être qui vont nous financer des projets spécifiques. Je pense au spectacle d'ouverture qui est chaque année soutenu par notre plus grand mécène. Là, on va devoir vraiment faire apparaître leur logo et les mentionner dans un post. Idem pour des mécènes qui sont fléchés sur, par exemple, on a des mécènes pour l'accessibilité, qui sont aussi, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais tous les sujets d'accessibilité, des enjeux un peu sociétaux, etc., on va essayer d'en parler sur les réseaux sociaux. Donc là, si on a des mécènes projets, on va évidemment les valoriser à l'endroit où on parle du projet. Mais sinon, on garde une grande liberté. Ouais. Éditoriale, ok. Ouais. On parlait tout à l'heure des artistes, donc vous accueillez des artistes avec, eux, de leur côté, des millions d'abonnés. Ouais. Pour certains, carrément. t'as vraiment des artistes qui portent des communautés très fortes. À quel point est-ce qu'ils contribuent aussi, ces artistes, à faire de leur côté rayonner la marque Nuit de Fourvière? Est-ce que vous travaillez un certain nombre de choses? Est-ce que vous dites, s'ils pouvaient nous poster, ça serait super? Ouais. Ça fait partie de tes enjeux, ça, ou pas? Ouais, de temps en temps, bien sûr. Après... il y a plusieurs choses. Bon, évidemment, quand on a envie de faire un post en collaboration, on va bien évidemment le demander. Après, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre déjà du bon vouloir des managements et aussi, bien sûr, si le concert est complet. On va pas forcément beaucoup mettre l'accent dessus sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas envie de générer de la frustration pour ceux qui n'ont pas eu leur place. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ben ouais. D'accord. Bah ouais. Vous voulez pas faire du FOMO, là, non? Il y a des questions d'image aussi où bien sûr qu'on va valoriser des choses, mais il y a des endroits où c'est pas la peine d'appuyer, tu vois. Normalement, tu gardes l'affiche dans le métro et t'as marqué complet dessus en énorme, c'est ça le principe? Ouais, mais en fait, comme tout n'est pas complet, on préfère le faire un petit peu plus doucement et amener les choses pas complètes. Est-ce que cette dimension relais de communication, là tu parles de post-collab, est-ce que c'est des choses pareilles qui sont, je sais pas, contractualisées, discutées de façon un peu plus officielle avec les artistes? Non. Non, vraiment pas. C'est amusant ça, tu trouves pas? Parce que moi, si je suis un peu froid avec de la situation, je me dis, c'est une prestation de service, les gars. Culturelle, bien sûr, mais c'est une presta. Tu m'as déjà fait grimper tes cachets d'année en année de façon exponentielle. On connaît tous la situation. Du coup, je veux le full package. Je veux la prestation, mais je veux aussi ce qui va avec et bénéficier des capacités d'exposition que tu peux m'offrir. Ouais, bien sûr. Non, je crois qu'on touche à un endroit très particulier en France à ce niveau-là et qui est que les artistes gardent vraiment leur liberté aussi de faire de la promotion ou pas. Okay. Ça peut être en effet très frustrant, mais par exemple, je remarque beaucoup avec les compagnies anglo-saxonnes, notamment de cirque, tu vois, celle dont je parlais qui va faire l'ouverture en fin mai là. Moi, j'adore travailler avec eux en presse, en réseaux sociaux, etc. parce que quelque part, dans leur mentalité, ça fait partie de leur boulot de faire de la pub pour leur spectacle. C'est vraiment, ils viennent et ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça te va? Je parle du spectacle. Tu veux venir voir les répétitions, filmer, mettre une télé et tout? Pas de problème. Ils répondent aux interviews. Ça fait partie de leur planning, ça fait partie de leur boulot. En France, on va être beaucoup plus frileux là-dessus, ouais. Intéressant. C'est un truc que tu vois moins avec certains artistes, même musicaux étrangers? Ça va dépendre de la taille, de la notoriété de l'artiste, etc. Ouais. Okay. Tu l'as dit, il y a certains artistes qui reviennent plusieurs fois. Ouais. Même parfois, certains sont quasiment en l'air d'être des abonnés. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs naturels du festival? C'est quoi? C'est lié au programmateur, ça? Au directeur? Comment ça se crée, ce lien, en fait? Je pense que le festival, encore une fois, est tellement vieux, entre guillemets, que comme tu dis, il y a un peu des habitudes et des ambassadeurs chez les artistes. Enfin, encore une fois, quand ils aiment ce lieu, je pense qu'il y a un peu un message qui se fait passer. Nous, on a toujours mis un point d'honneur à accueillir vraiment très très bien les gens. Et du coup, je pense que l'hospitalité aussi que tu mets dans ton événement, ça ne peut que après te servir compte. Aussi. Ouais. Je voudrais aborder un sujet qui revient un peu chaque année dans les médias lyonnais, la billetterie. Ouais. Alors, je ne vais pas te faire le coup de ça marchait pas, ça buguait, etc. Parce que ça, c'est le lot commun d'à peu près tous les événements un peu populaires aujourd'hui en France. Mais les Nuits de Fourvière, c'est une billetterie qui, chaque année, explose. Alors, pas dans le sens ça bug, mais dans le sens c'est sold out. Il y a beaucoup de choses sold out. Et moi qui suis consommateur de moments culturels, j'avoue que plus les années passent et plus ça devient difficile tout simplement d'aller voir des choses et des choses qui me plaisent. Même quand je suis pas trop à la bourre. Les fameuses listes d'attente pour réserver, etc. Et
Vu de l'intérieur, comment vous le vivez ça ? Est-ce que c'est une fierté ? Vous dites, c'est chouette, notre event, il attire beaucoup d'attention. Est-ce que c'est un casse-tête plutôt ? C'est quoi l'idée ? Là, je crois que tout simplement, on pâtit entre guillemets de la taille de l'amphithéâtre qui est encore une fois restreinte. Au bout d'un moment, on ne peut pas pousser les ruines, on ne peut pas agrandir les murs. Donc parfois, pour certains artistes, encore une fois, qui remplissent des arénas, 4200 places, c'est rien. Donc le problème, il est qu'en fait, il y a trop de demandes et l'offre est trop petite en fait. Donc en effet, il y a forcément des déçus. Comment on le vit nous ? C'est pas spécialement une fierté, nous on a envie chaque année quand même d'améliorer l'expérience utilisateur pour les gens, donc on est quand même assez embêtés. On a envie que ça se passe de la meilleure manière possible, mais on sait qu'il y aura aussi toujours des gens qui râleront. Voilà, c'est le jeu, c'est le lot. En fait, tu fais Indochine, tu as 4000 places, il y aura des milliers de personnes déçues, c'est comme ça en fait, et là on ne pourra rien pour eux. Enfin, voilà, c'est... Ils iront se mettre sur les bancs au-dessus, là. Voilà. On les connaît, ces bancs là-haut. Ouais. Non, ce qu'on essaye de faire, c'est que rappeler aux gens qu'en fait, y a d'autres spectacles peut-être qu'ils n'ont pas découverts, qui méritent d'être vus. Et on essaye d'attirer la lumière aussi sur les autres choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues, parce qu'en fait, y a cette réputation de « Ah, vous êtes complet, nanana ». Mais on a des places pour des spectacles jusqu'au dernier moment. Il y a des spectacles qui ne feront pas complet, en fait, jusqu'à la fin. Donc l'idée, c'est plutôt de dire aux gens, ok, je suis désolée, vous êtes déçus, vous allez avoir une seconde chance avec la bourse billet peut-être. Et puis sinon, venez, ça vaut le coup d'être curieux. Ouais. Ça vaut le coup de voir les autres spectacles peut-être. Est-ce que c'est un truc qui, toi, en tant que communicante, te préoccupe ? Tu te dis, ça peut abîmer notre marque, d'avoir cette notion de... une sensation ou renvoyer une image qui est, comme tous les autres, c'est sold out, quoi. Ou de trucs un peu hors sol, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est pas le meilleur jour de l'année, le jour de l'ouverture de la billetterie. C'est un peu stressant, on va pas se mentir. C'est stressant. Moi, je fais la modération en réseaux sociaux avec mes collègues. Tu dois passer un bon moment. Ouais, c'est ça. C'est jamais très agréable. Je suis 4500e sur les listes d'attente. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour moi ? C'est ça. C'est comment tu gères la patience des gens ou l'impatience des gens, les gens qui sont dans la file d'attente. Comment tu fais pour qu'ils le vivent bien ? Parce que dans tous les cas, potentiellement, ils le vivent mal. Donc c'est jamais le meilleur moment de l'année, et en même temps encore une fois c'est un problème entre guillemets de luxe. On peut pas se plaindre du fait d'avoir trop de gens qui sont intéressés par l'événement, donc c'est presque un mal pour un bien. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi du fait de la réussite aussi du festival. C'est aussi un marqueur qui montre que pour nous, on n'a pas de problème de billetterie. Enfin, on n'a pas de problème de remplissage. Ouais. Donc, J'aimerais que ce qui fait aussi le succès des Nuits de Fourvière, c'est que c'est ritualisé pour nous Lyonnais. Il faut aller un été sans un passage par les Nuits de Fourvière, c'est dommage. Une soirée aux Nuits de Fourvière, c'est dommage. C'est pas juste un spectacle en fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste je vais pour c'est un moment. Et d'ailleurs le festival est très bien fait pour ça. C'est que ça commence, les portes ouvrent très tôt. Tu peux vraiment aller passer toute ta soirée là-bas. Il y a une offre de restauration qui est ultra cool. J'ai mangé des trucs vraiment ultra bons là-bas. Et on passe un bon moment avant même de pouvoir être au spectacle. C'est quoi, selon toi, les rituels qui font l'expérience Nuit de Fourvière, et comment vous bossez ça ? Déjà, merci de le souligner, c'est chouette. On essaye en effet de faire en sorte que les spectateurs aient le meilleur accueil possible sur place. Donc, ça commence tout simplement par beaucoup d'agents d'accueil très formés. Super sympa. Ouais. Ils sont des bénévoles ? Non, 0 bénévole, Nuit de Fourvière. Tout le monde est salarié. Okay. Ouais. Et du coup, on essaye de travailler l'offre bar, de travailler l'accueil, on porte une grande attention aux personnes en situation de handicap. Donc, on essaye de s'adapter, de rester accessible à une multitude de handicaps, que ce soit les personnes en fauteuil, les malvoyants, les malentendants, etc. Et puis on a des partenariats avec TCL pour prolonger l'offre de métro vers les parcs relais pour que les gens puissent rentrer tranquillement. Ça se travaille toute l'année avec des partenaires aussi beaucoup.
Donc, on a en effet envie, aussi avec le nouveau projet de Vincent et Emmanuel, qui sont encore une fois là depuis 3 ans maintenant, ils défendent vraiment cette idée aussi d'hospitalité. Par exemple, il y a ce concept des samedis des nuits qui n'existait pas vraiment avant, qui est qu'en fait, on a des concerts au Grand Théâtre et l'Odéon, qui d'habitude était fermé pendant les soirées Grand Théâtre, va devenir une terrasse avec des food trucks, etc. Donc là, on se rapproche plus d'un festival de musique traditionnelle où tu vas déambuler avec ta bière, ta nourriture qui sera peut-être pas la même que ton pote qu'il a pris à côté. Enfin voilà, on a vraiment envie de développer ça. On a aussi envie de développer les choses pour les enfants avec les petites nuits, encore une fois, des spectacles qui soient adaptés. On a vraiment envie de faire en sorte que les gens se sentent bien et puissent venir en famille avec leurs amis et passer un bon moment, en effet, au-delà du concert. Il y a, moi qui suis un communicant comme toi, je vois plein de choses autour des rituels des festivaliers qui sont matière à communication. Tu vois, je pense forcément au poncho les jours de pluie parce que c'est l'été. Bah oui, de temps en temps, il y a un orage. Je pense aux marches qui sont un peu trop grandes parce que c'est un théâtre antique. Je pense à... Il y a plein de choses à raconter autour de ce lieu. Est-ce que toi, c'est des choses que tu intègres dans ta communication et notamment sur les réseaux sociaux? Tu parlais de proximité avec tes audiences, est-ce que vous allez bosser ça? Ouais, alors il y a aussi un objet que tu n'as pas cité, mais qui je pense pourra parler aux Lyonnais, c'est le coussin. J'allais y venir, voilà. Bien sûr. Donc on distribue des petits coussins aux gens certains soirs pour qu'ils aient moins mal aux fesses sur les ruines. Déjà c'est un objet de communication en tant que tel parce que c'est un des seuls endroits où on peut mettre le logo sur le site, parce que le site étant un lieu patrimonial, on n'a pas le droit de mettre de logo dessus, donc on a des petits moyens détournés comme ça de le faire. Et le coussin, c'est toute une question, hein. Chaque année le coussin est remis en question. Est-ce qu'on les produit, est-ce qu'on les produit pas? Il y a eu des années sans coussin, on est d'accord. Mais ouais, le Covid, les années post-Covid, effet. Parce que alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce rituel du coussin aux Nuits de Fourvière, donc effectivement, théâtre antique, donc ça fait mal aux fesses. Donc quand on arrive, on nous donne un petit coussin sur lequel on va pouvoir s'asseoir. Et il se trouve qu'il y a un rituel qui est vieux comme ce coussin, je pense, et qui est peut-être en ballottage plus ou moins chaque année, qui est de jeter ce coussin sur les artistes, ce qui fait des images complètement folles, qui circulent sur les réseaux sociaux avec, je crois, il y a une vidéo culte d'Arctic Monkeys qui est sous une pluie de coussins, 4000 coussins venant du public. Ça a été arrêté à un moment donné, ce rituel. Je me souviens d'interdictions, de trucs audio qui disaient ne jetez pas, etc. Qu'en est-il? Je pense que c'était vraiment juste après le Covid. Okay. On était tous très frileux sur la transmission du virus. Mais aujourd'hui, ça fait repartie du... bien sûr, c'est de retour. On a une petite problématique avec les coussins aussi, c'est qu'on se les fait voler. Bien sûr, évidemment, j'imagine ça se collectionne, bien sûr. Les gens sont censés nous les rendre à la fin et en fait... ça fait beaucoup de coussins à la fin du festival. Ouais, mais je crois quasiment un tiers de la flotte de coussins est manquante à la fin du festival. Du coup, j'ai envie de faire une petite campagne Rends le coussin sur les réseaux sociaux cette année. C'est rigolo, ok, très bien. Voilà, c'est toute une histoire, les coussins. Et ça, ce rituel autour des coussins qui volent... c'est quelque chose sur lequel toi tu vois une opportunité à capitaliser. Moi en tant que communicant, forcément je me dis c'est assez unique. Carrément, parce que c'est rigolo et que c'est emblématique comme tu dis. Et puis tu peux faire plein de trucs avec un coussin, c'est un objet, tu peux le passer de main en main, tu peux le filmer, etc. On l'a pas trop fait d'ailleurs, mais ouais, ça peut être une très bonne idée. Il y a aussi toute une histoire la journée quand les coussins ont pris la pluie. Tous les agents d'accueil les étendent sur la pelouse l'après-midi pour qu'ils sèchent au soleil. Donc il y a vraiment les coussins, c'est toute une histoire. Ah, incroyable. Ok, ça c'est des infos que j'avais pas. Donc c'est rigolo. Il y a une dimension des Nuits de Fourvière que les gens connaissent assez mal, que le grand public connaît moins, c'est l'offre entreprise. Voilà. Alors moi, il se trouve que je suis chef d'entreprise, donc j'ai reçu par la poste votre petit document m'invitant en tant qu'entreprise à être un mécène ou en tout cas à m'offrir des hospitalities, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. En gros, vous avez une offre village avec des formules à destination des entreprises, etc. Avec les dîners, je peux inviter mes clients, etc. À quel point cette dimension B2B, maintenant, elle est devenue stratégique pour un festival comme Nuit de Fourvière?
Elle est devenue stratégique à un point que c'est un quart de notre budget, tout simplement, le mécénat et les prestations. Donc pour nous, c'est une part très importante de notre financement. Mais ça fait longtemps, en fait, c'était vraiment un modèle qui a été fait. Bon, alors, du coup, c'est mes collègues... je ne suis pas la référente de ça aux Nuits de Fourvière, mais c'est un modèle qui existe depuis longtemps et qui est déjà depuis des dizaines d'années. On a des liens très forts avec certaines entreprises lyonnaises. Et en fait, j'ai vu par exemple que l'Arrosé que j'ai reçu ici, oui, j'ai vu aussi, son partenaire, tout à fait. un partenaire ça, c'est important. Plus récent. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait, l'Arosé, mais aussi beaucoup d'autres entreprises lyonnaises. Et du coup, historiquement, en fait, donc on a du coup cet espace derrière la scène qui est réservé pour des prestations, en effet, repas, spectacles, desserts, etc. Où les entreprises vont pouvoir inviter leurs collaborateurs ou leurs salariés et faire en fait vraiment leurs opérations de relations publiques en fait l'été. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été, je pense, mis en place sous le temps de l'ancien directeur. Et c'était vraiment l'idée de dire nous, le monde culturel, on a aussi besoin des entreprises financièrement pour que le festival puisse être monté. On a vraiment aussi besoin de votre soutien. Et puis vous venez en fait, venez participer à cette fête, venez discuter et faire un peu. L'idée, c'était un peu de faire se réunir aussi des acteurs au sein du festival, des acteurs économiques de la région en fait. Ouais. Et puisqu'on parle de B2B, forcément, je pense à LinkedIn, LinkedIn sur lequel vous avez une grosse communauté. J'étais étonné, gros compteur. Je sais pas, 11 000, 14 000 personnes qui vous suivent pour un festival, c'est assez amusant, c'est beaucoup, je trouve. Vous parlez de quoi sur LinkedIn ? Alors, ça va être l'endroit, comme tu viens de le dire, où on parle notamment de toutes ces relations aux entreprises, du mécénat, etc. Ça va être aussi un endroit où on promeut la communication et des infos générales. Et puis, ça va être l'endroit où on a aussi monté depuis plusieurs années un groupe sur la prévention des risques au sein du spectacle vivant, donc dans notre secteur. Et du coup, ça va être aussi l'endroit où on parle de ça. Alors aujourd'hui, cette journée professionnelle qu'on organise a pris tellement d'ampleur qu'il y a aussi un LinkedIn et une organisation spécifique à cette journée qui a été faite, qui s'appelle Prévention Spectacle. Mais c'est l'endroit où on a un peu plus envie de parler aussi à nos collègues, à nos homologues, et notamment sur cet axe-là de la prévention des risques dans nos métiers qui sont très, très particuliers. Comment, je reviens à la dimension business, tu disais un tiers, c'est ça, voilà. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre générer, on va dire, des revenus via cette offre premium et puis en même temps garder l'ADN très populaire et accessible des nuits. Ça doit être un compromis pas si simple. Ouais. Tu veux parler de notre budget en tant que tel ? Oui, votre budget, je pense notamment... de l'offre, ou plutôt de la billetterie. Je pense de l'offre billetterie. C'est-à-dire d'un côté, on a cette offre dédiée aux professionnels. Et puis de l'autre côté, à la différence de nombre de festivals, vous avez une logique de billetterie qui est assez flat. C'est-à-dire, tu n'as pas l'offre gold ou la fausse or ou la dimension VIP. Donc j'ai envie de dire que vous avez une démarche billetterie assez populaire. C'est quoi la philosophie autour de ça, tout en sachant que comme à peu près tout le monde, et comme tous les festivals culturels, vous êtes lié à des problématiques de budget, en tout cas, vous avez besoin de contraintes. En fait, c'est aussi lié à nos possibilités physiques. Tu vois, on a le site, encore une fois, il est petit, donc on va pas pouvoir avoir 12 000 endroits pour faire des choses plus adaptées que l'amphithéâtre, quoi. Voilà. Puis l'idée, en effet, c'est que tout le monde assoit ses fesses sur de la pierre, finalement. Donc la différence, je pense, pour parler vraiment de prix, ça va se jouer plutôt entre les propositions artistiques. Encore une fois, tout est relié à ce modèle qui fait qu'il y a des grosses locomotives qui permettent de financer des choses qui sont moins connues. Du coup, de fait, puis les spectacles coûtent pas le même prix. Donc, de fait, il va y avoir un concert qui va pouvoir coûter de 30 à 60 euros ou plus. Mais aussi on va avoir des propositions et qui du coup va permettre tout simplement de générer du chiffre de notre côté et qui va pouvoir en fait soutenir des choses qui vont coûter moins cher, tout simplement, du cirque. Voilà. J'aimerais qu'on discute un peu du futur du festival, cet objet culturel, le festival, ce moment, l'évolution du métier. Toi, ça fait 6 ans que tu disais C'est ça. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution déjà dans ton métier en 6 ans ?
Moi, vraiment, la montée des réseaux sociaux et de leur importance et leur impact et de la nécessité de structurer des posts autour de ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu monter en flèche depuis 6 ans. Encore une fois, là, c'est la première année où on a un renfort de quelqu'un en CDD. Avant, c'était des personnes qui étaient en stage, qui s'occupaient du community management. Ce qui est super, mais ce qui a des limites aussi à certains endroits, et puis des gens que tu peux pas mettre dans des situations trop compliquées, etc. Donc, tu sais que chaque année, vos alternants ou stagiaires, là, je les voyais avec leur iPhone, je dis, tu veux une note... Parce qu'ils cherchaient des micro-trottoirs et tout. À chaque fois, je leur dis, si tu veux, je suis volontaire. Parce que je sais que c'est dur. Voilà, c'est clair. Non, et puis il y a des moments où tu as besoin de compétences tout simplement plus professionnelles, en fait. Voilà. Donc, il y a des endroits où on est ravis justement de transmettre nos savoirs et justement de faire de la transmission et d'aider des étudiants dans leur parcours. Mais en tout cas, moi je vois ce truc de community management où au contraire, nous on n'a pas les compétences, on a besoin de quelqu'un qui les ait. Donc ça, je suis ravie qu'on ait réussi à professionnaliser un peu plus ce poste cette année. Et puis vraiment, comme j'ai aussi la casquette presse, je vois vraiment en effet les relations changer entre la presse et les réseaux sociaux, et des comptes parfois qui sont reliés à aucun titre de presse avoir plus d'impact que certains titres locaux. Certains titres locaux avoir moins d'abonnés que nous. Enfin, en fait, je trouve qu'on est dans un moment très étrange entre vraiment la presse et les réseaux sociaux. Et à la fois, j'adore naviguer là-dedans. Il y a une dynamique de médias plus globalement, quoi. Comment ? Maintenant, on va plutôt parler de médias plutôt qu'effectivement de presse. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et je vois aussi que nous, on va axer vachement plus notre com là-dessus, et que parfois, on va toujours faire au cas par cas pour promouvoir un spectacle, essayer d'aller tirer les bonnes ficelles. Mais parfois, on va être plus content de mettre 2 000 € en partenariat sur les réseaux sociaux qu'en insert presse. Tu vois ? Et ça, je pense que c'est un truc, ça n'existait pas il y a 5 ans, tu vois. Donc, moi, je vois beaucoup ici ce changement. Ouais. Justement, là, tu parles de partenariat. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des campagnes, on va dire, de communication avec des acteurs social media, des médias pure players, des influenceurs, peut-être même, des créateurs de contenu. C'est des choses que vous envisagez ? Un peu tout au cas par cas. On a des partenaires presse qui sont actés, qui peuvent, dont les partenariats peuvent inclure parfois des posts sur les réseaux sociaux ou pas. On a des partenaires institutionnels, tu vois, quand je te parlais de Only Lyon cette année. Et puis, on n'est pas du tout contre aller voir des influenceurs aussi, tout à fait. Ouais. Ce qui est aussi un truc qui n'existait pas du tout quand je suis arrivée il y a 6 ans, tu vois, qui n'est pas du tout de mon fait, mais qu'aujourd'hui, ça se fait comme ça, en fait. Donc, ça va être un savant mélange de tout ça en fonction du spectacle qu'on va promouvoir. Ouais, bien sûr. Tu veux pas aller chercher les mêmes partenaires sur du rap que sur un opéra, etc. J'entends. On n'a pas parlé d'IA, mais peut-être que ça a eu un impact dans ton métier, ça. Je me demandais, tu vois, est-ce que l'IA, ça commence à jouer un rôle aujourd'hui peut-être dans tes outils, dans ta façon de travailler ? Moi, non. À part un gros coup de vieux, je dirais. À mon endroit, pas encore. Mais par contre, justement, du côté des renforts qu'on accueille chaque année, j'ai vu le truc se démocratiser chaque année. Aujourd'hui, quand on a des stagiaires qui arrivent, à qui on demande des missions... Ils te mettent une claque ? Ils vont direct se renseigner via l'IA, tu vois. Ça, c'est assez impressionnant, ouais. Aussi au niveau de mon collègue graphiste qui a vu les logiciels, la suite Adobe évoluer avec cet outil-là carrément. Tellement de choses à dire sur l'IA. À la fois, c'est très, très inquiétant d'un point de vue de la création et des plateformes audio, si on parle que de ça pour la musique notamment. À la fois, nous, dans nos usages en interne, on n'est pas contre, mais il faut juste savoir si on utilise des IA génératives, savoir avec laquelle on va. Est-ce qu'on se donne... On est un peu en train d'y réfléchir. J'ai une collègue qui est justement là-dessus, qui vient de faire une formation là-dessus pour savoir est-ce qu'on fait une petite charte interne à l'entreprise, qu'est-ce qu'on décide. à la structure pour... Quand tu regardes aujourd'hui l'écosystème des festivals,
Voilà, la multiplication des événements dont on parlait, l'inflation aussi des cachets. Je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je sais que c'est un sujet. Est-ce que tu as le sentiment que le modèle festival d'été, il est à un tournant ? Ouais, notre directeur programmateur nous a vraiment fait comprendre que cette année, les négociations avaient été rudes. Et qu'en effet, on est peut-être à un tournant. Alors, je ne suis pas la plus experte pour en parler ici, mais c'est sûr que j'ai l'impression aussi qu'on sent qu'il y a une nouvelle manière de consommer les concerts. Tu vois, il y a 3 ans, pas grand monde allait... Si, bien sûr qu'il y a toujours eu des gros concerts, etc. Mais aujourd'hui, les arénas à Lyon, ça s'est vraiment démocratisé d'aller voir des concerts en aréna. Il y a vraiment cette culture-là qui arrive de plus en plus. Donc, est-ce que ça va nous desservir ? On verra. Nous, on a toujours notre cadre qui... Ou à l'inverse, peut-être. Peut-être qu'il va y avoir un retour, justement, aux choses plus intimes. Ouais. C'est ce qu'on peut espérer aussi. Parce que moi, les derniers concerts que je suis allé voir en aréna, c'était pas des concerts, c'était des spectacles. C'est des shows, ouais. C'était des carrément, shows, tu vois. Carrément. C'est autre chose, c'est une autre expérience. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'augmentation des cachets fait que les têtes d'affiche, je pense, sont plus difficiles à avoir et qu'on a tout intérêt aussi à se diversifier, à promouvoir d'autres spectacles, etc. Et à aussi valoriser cette expérience spectateur dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on papote. Je regarde, oui, c'est ça. Ça fait déjà 1h15, tu vois, qu'on papote. Quelques petites questions comme ça pour terminer. Est-ce qu'il y a un spectacle ou un moment du festival qui, toi, t'a marqué, là, personnellement, précédemment, là, dans les années précédentes, un concert ou un spectacle où vraiment, on en a tous, je pense, un truc comme ça qu'on garde. Ouais, un peu unique. Carrément. Et ben, il y a cette chorégraphe qui revient en plus cette année qui s'appelle Sharon Eyal, qui est venue en 2022. Et donc, c'est une grande chorégraphe qui vient de la Batcheva. Enfin, c'est quelqu'un de très reconnu au niveau international, qu'on a accueilli à Lyon, aux Nuits de Fourvière, et qui avait ce spectacle qu'on n'a pas réussi à remplir jusqu'au dernier jour. Et en fait, ce spectacle était une pépite, mais magnifique. Un espèce de spectacle avec... très peu de lumière, des danseurs vraiment qui se déplaçaient comme des petits animaux, un peu comme des petits insectes, et avec une musique qui te mettait un peu en transe tout le long, tu vois. Et donc, on était tous scotchés, tous les salariés des Nuits de Fourvière, on était scotchés, il y avait 2 dates. Et vraiment, c'était vraiment pas pour l'argent, c'était pas pour... mais juste, on avait envie que les gens à Lyon voient ce spectacle, parce que on se disait, on a trop la chance de l'accueillir. Et il faut que les gens voient ça. C'est trop dommage que les gens voient pas ça. C'est vraiment un ovni, quoi. Et il y avait cette musique hyper entêtante qui nous est restée en tête tout le festival. Et à chaque festival, on fait une grosse fête de fin d'édition. Et le moment où on a mis cette musique, là, tout le monde était un peu parti dans son délire comme ça. C'était vraiment magnifique. Donc elle revient cette année, fin juin, les 23 avec le et même 24. spectacle ? Non, avec un autre spectacle qu'elle a créé à Paris là, à l'automne, et avec une intro avec un spectacle à elle, mais qui est joué par l'Opéra de Lyon, par les danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon. Donc ça, je pense que c'est vraiment une artiste. Et tu vois, par exemple, vraiment, on était très frustrés parce qu'on avait envie de le promouvoir, etc. Et c'était une artiste qui, malheureusement, ne voulait pas faire de promo. J'avais des grands titres de presse nationaux intéressés, etc. Mais elle a ce truc un peu d'intégrité, de radical 100%. Redonne-nous le nom. Donc, c'est Sharon Eyal. Elle sera là les 23 et 24 juin cet été. Et il reste des places. Et il reste des places. Et vraiment, il ne faut pas manquer ça parce que les gens vont passer une soirée, mais hors du temps, quoi. Un truc un peu lunaire. Est-ce que, et cette année, est-ce qu'il y a un autre artiste que tu attends avec beaucoup d'impatience, où tu... complet ou pas complet, ouais. Ouais. Alors vraiment, c'est personnel. J'adore O2N. Je suis très contente, moi aussi j'aime bien. Ouais. C'est complet. Tu me poses une colle, je crois que c'est complet. Ouais. Mais en tout cas, je suis ravie qu'ils viennent mettre un peu le bazar, quoi. Parce que ça va être sympa. La dernière fois que je les ai vus, c'était au Transbo. C'était très punk. Et j'aime cette énergie-là au Grand Théâtre, ça va beaucoup me faire rigoler, je pense. Ouais. Bien, écoutez, les Nuits de Fourvière, ça commence dans quelques semaines, un petit mois maintenant, un mois tout juste. On est parti pour après deux mois. C'est quoi le meilleur endroit ? Le site internet,
pour aller regarder ce qui reste disponible. Ouais, tout à fait. Voilà, donc si vous n'avez pas vos places, allez-y. Il reste encore quelques spectacles disponibles. Et puis évidemment, suivez les réseaux sociaux des Nuits de Feu Vert. Derrière, eh bien, il y aura Marion derrière avec ses équipes. Voilà, vous avez fait connaissance aujourd'hui de Marion. Marion, un grand merci. Si on veut te parler à toi, très précisément, si on veut te dire cet épisode était super, j'ai appris plein de trucs, c'est où le meilleur endroit pour aller discuter avec Marion Krahenbuhl? Par mail, presse@nuitdefourvière.com. presse@nuitdefourvière.com. Vous mettez un petit message, vous lui dites je t'ai entendu dans le Super Daily, et puis vous lui posez les questions. Voilà, elle répondra peut-être après, parce que là vous avez compris qu'elle allait être très occupée ces prochains jours. Merci Marion, c'était super. Merci beaucoup. J'étais très content de t'accueillir, j'ai appris plein de choses, je te remercie beaucoup. Les amis, c'était le Super Daily. Le Super Daily, c'est un podcast quotidien. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. N'hésitez pas, vous nous balancez 5 petites étoiles, le commentaire qui nous fera très plaisir, et surtout partagez cet épisode autour de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Salut tout le monde. Ciao, bye bye.